Bonjour à tous et bienvenue. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel accueille la réunion annuelle du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Une réunion de haut niveau qui sera suivie d'un atelier avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ayant pour thème le rôle du dialogue social et des institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail. C'est le sujet de ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Réunis à Abidjan, à la faveur de la réunion annuelle du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, je reçois 3 secrétaires généraux et un important membre du CESEC ivoirien pour parler justement de cet événement et de ces institutions que vous allez découvrir ou redécouvrir. Alors j'ai le plaisir de recevoir Madame Bertille Aimé Itiembou, secrétaire générale du Conseil économique et social, le CESE de Gabon. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour Madame. Alain Menant-Kwame, directeur d'études de l'intelligence économique et de la coopération du CESEC, secrétaire du CESEC de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Monsieur Xirafis Apostolos, qui nous vient de la Grèce, qui est secrétaire général du CESEC là-bas et qui est aussi secrétaire général de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AICESIS. Bonjour et bienvenue. Amis Sorum à Abidjan, amis Sorum à vous tous. Merci, merci et heureux d'être là. Ravi de votre accueil. Merci pour cet effort linguistique. Et nous avons aussi Monsieur Daniel Becker, qui est le secrétaire général du CES du Luxembourg. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour, merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être sur votre plateau. Alors, on va débuter par cette institution qui est parfois encore un peu méconnue des populations. En Côte d'Ivoire, le CESEC est donc une institution consultative de la République qui est prévue par la Constitution du 3 novembre 1960. Quel est son rôle en Côte d'Ivoire, Monsieur Alain Menant-Kwame? Merci, Madame Didier. Je crois que le rôle du CESEC, comme la question est posée, doit être simplement indiqué aux Ivoiriens comme étant l'institution qui renferme des personnalités qui, par la force de leurs compétences, de leur expérience et de leurs expertises, apportent le recul nécessaire au gouvernement et aussi aux chambres législatives pour mieux apprécier l'orientation qu'elles doivent donner dans la formulation des politiques publiques. Je le dis de façon large pour dire que nous avons un rôle de conseil, comme l'indique le nom. Donc vous avez un rôle de conseil, d'orientation dans les politiques publiques de l'État. Exactement. Menées par l'État. Justement, Madame Bertille Aimé Itiembou, on parle aussi de conseil économique et social au Gabon. Pouvez-vous nous présenter votre entité? Et est-ce qu'à l'instar de la Côte d'Ivoire, elle a été créée dès l'indépendance du Gabon? Je vous remercie. Pour parler du CESE du Gabon, je voudrais déjà vous dire que notre institution a été créée en 1959, donc bien avant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette institution a même précédé la création de l'Assemblée nationale et, in fine, du Sénat. Donc c'est une institution qui, dès sa création, avait pour mission de conseiller le gouvernement et apporter des suggestions. À l'époque, on parlait plutôt des vœux. À sa création, on parlait des vœux et ça regroupait exactement le corps social. Tout le monde était représenté. Donc, de 59 à 63, ça a été un fonctionnement qui n'a pas été très effectif parce qu'après la souveraineté, l'accès à la souveraineté internationale de notre pays, il y a eu plusieurs changements, des changements notables, notamment le fait que le premier président qui avait été nommé à l'époque, en 60, donc M. Paul Ndjendjengonju, avait été rappelé pour diriger l'Assemblée nationale. Donc il a fallu attendre encore jusqu'en 1963 pour qu'un autre président soit nommé et que son fonctionnement effectif démarre. Donc il a démarré et les missions sont les mêmes, même si elles sont renforcées par la suite. Mais c'est une institution qui joue le rôle de conseiller de la République. Conseiller du gouvernement, du Parlement et des autres institutions de la République. On va en parler plus en détail. Encore un mot sur vos institutions sur le plan local, Monsieur Xirafis Apostolos. Quelques mots donc, sur le Conseil économique et social grec. Quelles sont ses particularités? Ok, merci pour cette question. Je dois vous dire que le Conseil économique et social de Grèce a été créé en 1996 par l'initiative des partenaires sociaux du pays.
Ils se sont mis d'accord à cette époque-là, les partenaires sociaux, c'est-à-dire employeurs et syndicats, de créer une institution de dialogue social au même modèle de celui qui existait depuis déjà longtemps en Europe, comme institution européenne, qui était le modèle du Conseil économique et social européen, qui est une institution européenne, de l'Union européenne. Et alors les partenaires sociaux sont mis d'accord. Ils sont allés trouver à l'époque le gouvernement grec, le ministère du Travail. Et ils ont dit au ministre du Travail, nous sommes prêts d'établir un conseil qui aura une mission consultative pour le dialogue social dans le pays, comme institution, et on veut votre accord. Et puis, par une loi du gouvernement de l'époque, le Conseil économique et social a été installé. Et 10 ans après, la Constitution du pays a repris un article qui a inclus dans la Constitution du pays l'existence et le fonctionnement du Conseil économique et social de Grèce. Ah, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est des périodes différentes et vous, c'est assez tardif, visiblement, cette création. Et en plus, elle vient pas d'en haut, mais elle vient du bas. C'est très intéressant. Alors, on va finir avec vous ce tour de table sur vos différentes institutions. Comment se porte le Conseil économique et social du Luxembourg? Et là aussi, quelles sont ses particularités, ses spécificités? Le Conseil économique et social du Luxembourg se porte déjà très bien. Nous, on existe depuis 1966. On est composé de 39 membres, c'est-à-dire 3 partis, 18 membres côté salarial, 18 côté patronal et 3 hauts fonctionnaires représentant l'État luxembourgeois. Non pas le gouvernement, mais l'État luxembourgeois. Voilà, et on fonctionne de manière tripartite pour élaborer des avis qui ne sont pas contraignants pour le gouvernement, mais pour le guider dans ses actions. Nous travaillons sur le moyen, sur le long terme, sur des thèmes transversaux comme la transition énergétique, la fiscalité, etc., des thématiques pareilles. Vous avez gardé la parole, parce que nous parlons de la transition énergétique. Et c'est vrai que beaucoup de pays européens, dont les vôtres, ont conservé cette appellation d'origine. On connaissait tous le Conseil économique et social. Maintenant, on va après vous donner la parole, c'est devenu le Conseil économique et social, on va dire environnemental et culturel. Vous avez gardé l'appellation d'origine, pourquoi? Et doit-on en déduire que vous ne traitez pas de ces questions environnementales et culturelles? Ce qui nous paraîtrait un peu étrange. Là, vous avez tout à fait raison, c'est de dire que nous traitons évidemment aussi des questions environnementales. La preuve, nous venons de sortir un avis sur la transition énergétique il y a quelques temps de cela. Nous avons évidemment aussi le parti culturel, aussi il y a des thématiques culturelles, évidemment, on les traite aussi. C'est que les partenaires sociaux de Luxembourg qui sont représentés au sein du Conseil économique et social de Luxembourg, qui est représentatif pour le pays entier, pour tout le Grand-Duché, on couvre tous ces domaines-là avec les membres qui sont en place et avec la structure qu'on a. On s'est posé la question à l'instar de la France, qui en 2008 a aussi intégré cette partie environnementale dans le CESE de France. On s'est posé la même question, mais on est resté sur notre structure traditionnelle. Et vous aussi? Pourquoi vous n'avez pas décidé d'ajouter la partie environnementale et culturelle à votre appellation? OK, merci de cette question. Je pense finalement, quand on regarde le fond, peu importe la dénomination, est-ce que dans le Conseil économique et social de Grèce, on s'occupe des sujets du changement climatique, de l'environnement? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons des membres dans notre composition au 3e groupe de la société civile, parce que nous sommes composés de 3 groupes, employeurs, syndicats et société civile, et le gouvernement ne participe pas chez nous. Donc, on est indépendant de notre composition du gouvernement. On n'a pas de représentants du gouvernement ou de l'État dans notre composition. Mais nous avons, dans le 3e groupe de la société civile, des représentants des organisations de protection de l'environnement. Et nous avons incorporé dans nos débats la question transition climatique, changement climatique, affectation, impact dans l'économie, et également des questions culturelles. Et je pense finalement que ça, c'est important, c'est de mettre notre doigt sur cette question-là pour faire des propositions. Mais justement, je vais m'intéresser donc au Gabon, à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait le choix contraire, c'est-à-dire d'ajouter l'appellation, en tout cas la dénomination environnementale et culturelle. Pourquoi? Est-ce purement symbolique ou ça étend clairement votre domaine de compétences? Qu'est-ce que ça change finalement? Merci. Il faut aller au-delà de la symbolique. Je crois que
on pourrait limiter la réflexion en s'attardant sur les questions sémantiques, mais bien au-delà. C'est vrai qu'en 1960, lorsque la Côte d'Ivoire est créée et indépendante, la Constitution met en place un conseil économique et social. Mais je veux penser qu'en ces temps-là, les préoccupations étaient plus axées sur les volets économiques et la dimension sociale. Avec l'évolution des choses, avec le monde qui est en mutation, les questions climatiques, les questions énergétiques, les questions environnementales ont pris de l'ampleur, ont pris une acuité qui interroge justement les décideurs à faire un appel, pas de marketing, mais de visibilité. Il faut montrer que ces préoccupations-là sont au cœur des débats. Même si à l'époque on en parlait, aujourd'hui on en parle avec une dimension nouvelle. D'autant plus que nous avons des partenaires de la société civile, nous avons d'autres organisations avec lesquelles le débat et la conversation se mènent autour des questions environnementales. Il faut les rassurer en tirant ces épithètes-là. On a parlé beaucoup de l'environnement et quelques mots sur le culturel. Qu'est-ce que vous faites avec cette notion de... Parce que vous aussi, vous vous appelez CESEC au Gabon. Non, au Gabon, c'est... Ah, c'est CESE. Tout à fait. Il n'y a pas le culturel. Voilà, tout à fait. Et pourquoi pas? Déjà, il faut dire qu'à sa création, en 1959, comme je le disais tantôt, ça a fait l'objet d'une loi. C'est une loi, c'est inscrit dans la Constitution. Et ça s'appelait Conseil économique et social. On n'avait pas la dénomination environnementale. On a fonctionné comme ça avec 25 membres et les représentants ne constituaient pas l'ensemble du corps social. Après, avec les évolutions, c'est vrai que dans le domaine de compétences, c'est bien inscrit les aspects environnementaux, mais il fallait mettre en exergue, comme a dit M. Menan, la dimension environnementale du fait de l'évolution du monde. Donc nous, on est resté Conseil économique social jusqu'en 2023. Bien étant entendu que les sujets étaient abordés aussi bien sur le plan économique, social, environnemental que culturel. Mais le problème s'est posé parce que justement, comme a dit M. Menan, l'impact, l'évolution du monde actuel fait qu'il est important pour cet organe, qui est un organe avant-gardiste, qui est un organe de la société civile, de pouvoir s'appesantir sur des sujets à large spectre, c'est-à-dire aussi bien économique, social, culturel qu'environnemental. Donc il a été question pour nous d'introduire à l'occasion de la révision constitutionnelle le pan environnemental pour élargir le domaine de compétences et rendre notre institution plus visible et plus crédible aux yeux des gens sur des aspects qui concernent aussi bien le domaine environnemental. D'accord, donc à vous écouter, c'est un peu de cosmétique parce que le fond n'a pas changé, ou en tout cas, pour certains, c'est accru sur cette problématique-là. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'événement qui vous réunit tous ici à Abidjan. Vous êtes donc tous membres de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux, institutions similaires, la ICESIS. Alors, que fait cette entité? Les précisions de Davis Oyo. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, a été fondée en juillet 1999 à Port-Louis, à l'île Maurice. Elle compte 72 pays issus d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine-Caraïbes. L'AICESIS s'est fixé 3 missions principales: promouvoir le dialogue, les échanges d'expériences et les bonnes pratiques entre ses membres et de façon plus large, encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde. L'AICESIS soutient le développement de la fonction consultative, le renforcement du dialogue social et du dialogue civil et plus généralement de la démocratie participative. Elle encourage enfin la création de conseils économiques et sociaux dans les États qui n'en possèdent pas. Pour accomplir ces missions, l'AICESIS mène plusieurs actions. Séminaires et conférences à l'échelle mondiale ou régionale visant à approfondir les connaissances sur les questions socio-économiques d'intérêt général. Ces activités sont décidées lors des réunions institutionnelles périodiques comme les assemblées générales et les conseils d'administration. Justement, la Côte d'Ivoire, l'un des pays membres fondateurs de la fêtière, accueille depuis ce 30 mai l'organisation du conseil d'administration suivi d'un atelier conjoint AICESIS, OIT, autour du thème « Rôle du dialogue social et de ses institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail ». Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert que la création de l'AICESIS est, on va dire, associée à la Côte d'Ivoire. Pour quelles raisons, monsieur Alain Mona? On a joué un rôle important. Oui, le rôle important réside dans la volonté partagée par 2 illustres personnalités. L'une française, monsieur Jean Mattéoli, qui était le président du CES de France à l'époque,
en 1997, et le président Philippe Grégoire-Yassé, qui ensemble ont mûri cette idée-là justement de mettre sur les fonds baptismaux un instrument qui fédère toutes les institutions ou tous les organes consulaires de par le monde. Et cette initiative qui est partie de Caracas au Venezuela a été concrétisée quelques années plus tard, en 1999, en île Maurice, pour la création justement de l'institution pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Alors, on a la chance en tout cas d'avoir sur ce plateau le secrétaire général de cette entité. Vous allez nous expliquer quel est le rôle que vous jouez, mais d'abord, l'objet de votre création, puisqu'on sait que dans la sous-région, dans le monde entier, l'aspect régional, international, c'est des questions qui sont déjà traitées. Chaque institution internationale a des commissions qui s'occupent des questions économiques, des questions sociales, environnementales et autres. Quelle est la plus-value, quel est l'apport finalement, l'AICESIS? Merci. Il y a plusieurs institutions internationales qui s'occupent des choses, des sujets qui nous préoccupent tous. Mais AICESIS, c'est unique dans son genre, parce qu'il regroupe les forces vives de nos sociétés civiles dans une institution qui les regroupe et qui les fait s'asseoir autour d'une table pour dialoguer, pour échanger, pour partager des bonnes expériences et pratiques sur les sujets majeurs qui occupent nos sociétés, pour le bien-être de nos sociétés, étant donné la majorité, la plupart de nos conseils, membres de l'AICESIS, des institutions consultatives. Mais le fait qu'on se retrouve, malgré le contexte qui peut à la fois être contexte général, difficile, moins difficile, favorable ou pas, on est parvenu durant toutes ces années à se tenir ensemble, main dans la main, de se mettre autour de la table, de discuter, d'échanger. Ça, c'est un acquis, et la valeur de cet acquis est d'autant plus important lorsque le contexte est difficile. Et on parvient heureusement, et aussi ravi de ça, et félicitations au CESEC ivoirien d'avoir été initiateur à l'île Maurice. J'étais là, je me rappelle, dès le premier jour de la création de l'AICESIS. Un pilier pour l'AICESIS, et merci beaucoup de me donner l'occasion d'être là et d'avoir été là hier. Et félicitations, Alain. Alors, on va venir après sur le rôle du pays hôte, avant de je voudrais, allez-y. vous permettez, je voudrais quand même ajouter quelque chose pour appuyer ce que venait de dire le secrétaire général de l'AICESIS, parce qu'il faut déjà dire que les conseils économiques sociaux qui existent de par le monde sont déjà des conseils économiques des institutions nationaux, et des institutions nationales, autant pour moi. Alors, ces institutions ont pensé fédérer leur travail, leur échange d'expérience au sein de plusieurs organes. Par exemple, les conseils économiques et sociaux d'Afrique, c'est l'UCESA. À côté, vous avez les institutions francophones, mais l'AICESIS regroupe en même temps les institutions de l'UCESA, les institutions de l'UCESIF et des membres associés et d'autres pays qui n'appartiennent pas aux deux autres fêtières. Donc, c'est véritablement une grande association, je suis tentée de dire une association mondiale, parce qu'on se retrouve tous. Ceux qui ne sont pas à l'UCESA, qui ne sont pas à l'UCESIF, se retrouvent à l'AICESIS. Alors, qu'est-ce que vous faites justement quand vous vous retrouvez, je vois dans les brochures qu'on nous parle d'échanges, de partage, d'expériences. Qu'est-ce que le Luxembourg peut attendre ou apprendre du Gabon, de la Côte d'Ivoire, lors de ces rencontres? Que vous ne sachiez déjà peut-être. Vous en avez parlé effectivement de cet échange d'informations qui, pour nous, je crois pour tous les CES qui sont membres de l'AICESIS, c'est crucial, cet échange d'idées, de se partager comment on fait ceci, comment on fait cela, de partager un savoir-faire, une expertise. Je prends un exemple concret. Vous travaillez sur un avis sur la transition énergétique. Quand vous parlez avec vos collègues sur d'autres continents, vous avez de l'input de leur part, vous avez d'autres considérations qui viennent peut-être compléter votre point de vue, vos argumentations, etc. Donc tout ça, ça se tient. On travaille tous à peu près en même temps sur les mêmes grands
thématique transversale. Et ça aide énormément, non pas seulement de s'échanger avec des pays voisins sur une thématique précise, mais également avec un Gabon, avec une Côte d'Ivoire, avec une Grèce, avec d'autres pays. Mais au vu de la disparité, en tout cas, vos réalités sont tellement différentes, si on prend des pays européens, des pays africains. Ce dialogue, comment il s'opère? Parce que vous nous dites que vous êtes déjà dans des entités régionales. Là, vous visez l'échelle internationale. Mais est-ce que ces différences, est-ce que c'est efficient, puisque les réalités sont tellement différentes? Je crois qu'il faut rendre grâce à la diversité. Avoir une vision, je dis, uniformisée ou linéaire, c'est un peu ennuyeux, j'ai envie de dire. Là, vous faites bien de souligner le fait que les contextes sont différents, les réalités également. Mais retenez cet adage qui dit, lorsque vous avez une pièce de monnaie et que votre voisin a une pièce de monnaie que vous échangez, vous gardez chacun toujours une pièce de monnaie. Mais lorsque vous avez une idée et que votre voisin a une idée différente, lorsque vous échangez vos idées, vous en avez maintenant deux. Donc, les méthodes que nous avons, dans les contextes qui sont les nôtres, les pratiques qui sont les nôtres, les réalités qui sont les nôtres, n'empêchent de partager ces réalités-là, de partager ces paramètres-là à d'autres sphères, à d'autres réalités qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, soit les adapter, soit s'en inspirer pour, je veux dire, surmonter les écueils que nous avons. Donc, que ce soit la dimension économique ou sociale ou environnementale, les approches ne sont pas linéaires, ne sont pas uniformisées, parce que le réchauffement climatique, par exemple, on ne subit pas de la même façon à Bangkok qu'à Bamako. Je veux dire que les latitudes et les aires géographiques sont impactées différemment par un phénomène qui est transversal. Mais n'empêche que nous pouvons avoir une conversation structurée autour de cette question-là pour que justement l'expérience des uns et des autres puisse servir à une communauté d'idées dans laquelle tout le monde va puiser. Donc on ne va pas à des rencontres à l'ICJ en se disant tiens, je vais aller prendre cette idée du Gabon ou je vais aller prendre l'idée de la Grèce, mais on se dit je vais donner ce que je sais faire, quitte à ce que les autres s'en inspirent et s'appuient sur ces valeurs-là pour faire avancer leurs réflexions. Alors comment se passe ces réunions très concrètement? C'est quoi? Vous, en tant que secrétaire général, vous convoquez ces CESEC du monde entier, les adhérents? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Ok, nous avons une structure, hein, nous avons nos réunions plénières du Conseil qui sont bel et bien organisées. Mais ce qui est l'essentiel, j'aimerais reprendre un petit peu pour revenir à la question précédente. On ne reste pas seulement de se retrouver, d'échanger nos bonnes expériences et bonnes pratiques. Nous nous retrouvons pour trouver et faire des propositions et trouver des dénominateurs communs sur les grands enjeux globaux et mondiaux qui préoccupent également nos propres sociétés. Et ça, on parvient à le faire et on produit des documents avec des propositions. Récemment, il y a un an, nous avons eu une déclaration commune qui a été décidée lors d'une grande conférence qu'on a eue sur les inégalités au monde du travail. On a produit une déclaration commune qu'on appelle la déclaration d'Athènes et on débat aujourd'hui et demain, ici à Abidjan, la suite de la déclaration d'Athènes sur les propositions de nos sociétés civiles, de nos organisations. Mais à qui vous adressez ces recommandations? Elles vont à qui après, à la fin, enfin? À nos instances internes du pays, gouvernement. Notre rôle est consultatif au niveau interne, mais également au niveau externe, je veux dire par rapport aux autres organisations internationales, nous faisons savoir notre position. Où ça? À l'ONU, à l'ECOSOC de l'ONU, où on va chaque année, nous avons la parole à l'Assemblée générale de l'ONU, de l'ECOSOC, où nous allons présenter notre position commune établie par dialogue d'une façon démocratique dans cette organisation. Sur le sujet de l'agenda 2030, développement durable, et on va aller là avec des propositions pour avoir, et justement, des propositions pour un meilleur avenir pour nos sociétés. C'est ça notre vision, dialogue social pour une croissance partagée. On va y venir, on va s'intéresser à l'OIT juste après, mais là, on note que vous êtes 72 pays des 4 continents représentés au sein de cette entité. Ça paraît peu, comme ça paraît beaucoup, ce chiffre. On n'arrive pas trop à le jauger. Au vu du nombre de pays présents aux Nations Unies, ça paraît très peu. Qu'est-ce qui explique
la création, l'installation d'un CESEC ou d'un CESE dans un État? Ou qu'est-ce qui empêche? Comment vous l'expliquez? Parce que votre rôle aussi, c'est de promouvoir la création des CESE dans le monde entier. Donnez-moi l'occasion de continuer. Allez-y. OK. Est-ce que vous pensez que le dialogue social à l'intérieur d'un pays est quelque chose de facile? C'est un sport difficile. Et est-ce qu'on parvient tous à établir des instances, des institutions consultatives de dialogue social? Certains le parviennent à le faire, certains le trouvent utile, d'autres ont d'autres modèles de concertation. Et il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un modèle unique qui est universellement appliqué ou propre pour toutes les sociétés et pour toutes les économies politiques. Par exemple, en Allemagne, qui a une tradition de dialogue. Il n'y a pas de CESE? Non. Oui. Il n'y a pas de CESE. D'accord. Mais à le dialogue social à l'intérieur de chacune de ces entreprises. Donc, quand il n'y en a pas, ce n'est pas toujours parce que ça ne va pas. C'est aussi peut-être qu'ils ont un autre modèle. C'est un choix différent. Efficace. Voilà, ils ont structuré leur conversation sur les questions de progrès social, économique et sur les préoccupations environnementales d'une manière différente. Parce que leur architecture institutionnelle même est différente. La forme de gouvernement en Allemagne n'est pas la même qu'en Côte d'Ivoire ou en Grèce. Et donc, ça influence aussi la répartition des pouvoirs pour pouvoir adresser ces questions-là. Mais ça n'empêche pas d'adresser ces préoccupations-là qui sont d'une acuité indéniable. Alors, vous, comme vous êtes aussi dans l'Union européenne, qui a son Conseil économique et social, j'imagine que vous en êtes aussi membre en tant que Luxembourg, vous voyez quelle différence vous voyez, par exemple, quand vous êtes réunis au sein d'une entité régionale et puis internationale? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est-à-dire que vous rencontrez le Sud et d'autres cieux, et en cela, ça enrichit vos échanges. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça apporte, comment dire, le plus par rapport à des échanges, j'allais dire, intra-européens. Ça apporte une valeur ajoutée dans le sens où vous avez des réflexions souvent qui vont un peu plus loin ou qui sont relativement différentes des nôtres quand je regarde d'autres continents. Vous avez parlé des 4 continents qui sont représentés au sein de l'ICESIS. Moi, je suis en charge du continent européen. Quand on a des réunions entre CS européens, on a souvent la même façon de penser, la même façon d'aborder les choses, la même façon que les Portugais, les Néerlandais, les Français, etc. Quand je compare la façon de faire avec des pays d'autres continents, souvent ça diffère. En gros, ça va dans le même sens, mais dans les finesses, ça peut différer. Donc ça apporte une réelle valeur ajoutée, rien que de s'échanger là-dessus. Oui, Je voudrais souligner, pour répondre de façon pragmatique à la préoccupation, puisqu'elle est récurrente sur la valeur ajoutée. Oui. Rappelez-vous aussi que les échanges entre les nations, qui sont d'ordre en général économique, sur les rapports industriels de force, sont intéressants lorsque les forces vives, les forces productrices ont des canaux de conversation. Et je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que les différentes chambres consultatives que nous avons, en dehors des assemblées statutaires que nous avons, il y a toujours un travail qui est fait sur le plan bilatéral, par exemple. Lorsque des opérateurs économiques grecs, par exemple, vont venir en Côte d'Ivoire, en règle générale, il sera intéressant pour eux de passer par le canal de ces 2 chambres-là. Mais vous comprenez que la conversation, j'ai envie de dire, entre ces 2 institutions-là, si elle est régulière, on perçoit mieux la sociologie de ces échanges. On perçoit mieux un certain nombre de facteurs qui intéressent, je veux dire, la conclusion d'accords économiques et autres, mais qui ne sont pas basés sur des a priori, mais sur du concret. Je veux dire, le grec qui vient, armateur, qui vient en Côte d'Ivoire, mais s'il sait que la psychologie ivoirienne, la sociologie ou la cosmogonie ivoirienne permet certaines choses et que n'autorise pas d'autres, il réarticule son offre. Il présente les choses différemment. Donc c'est toujours bon d'avoir ce contact régulier, c'est toujours bon d'avoir ces assises au cours desquelles, c'est vrai, nous débattons de questions thématiques, mais il y a le rapport humain aussi qu'il ne faut pas occulter. Moi, personnellement, Daniel, que je connais depuis plusieurs années, idem pour ma soeur et mon frère ici, je ne pense pas qu'on ait des rapports qui se limitent à l'aspect purement professionnel, purement technique. C'est une aventure humaine et je pense qu'il faut en tenir compte aussi. Moi, je voudrais ajouter quelque chose en disant que la plus-value dont il est question ici, au niveau de l'ICESIS, il faut déjà entendre que l'échange d'expérience est quelque chose d'important. Aujourd'hui, nul ne peut évoluer
sans avoir recours ou bien sans jeter un regard sur ce qui se passe à côté. Le monde est planétaire aujourd'hui. La mondialisation fait qu'on ne puisse pas penser évoluer en autarcie ou bien dans la sous-région ou penser qu'au sein de certaines entités, tout peut fonctionner. Je voulais vous prendre l'exemple des 2 fêtières. Alors, imaginez, l'AICESIS aujourd'hui, les 5 continents sont représentés. Les expériences des uns donnant un avantage aux autres permet à tous les pays et notamment à tous les gouvernements de comprendre certaines choses, de définir certaines politiques et certaines stratégies qui pourraient amener ces pays, justement par le biais de ces conseils économiques et sociaux. Et l'AICESIS a élaboré des politiques et des stratégies qui pourront amener leur économie à être un peu plus prospère. Bon, monsieur le secrétaire général de l'AICESIS, permettez-moi, parlait tout à l'heure du dialogue social. On va en parler après. Voilà. On va en parler. Mais en fait, puisque vous travaillez à la fois pour des gouvernements nationaux, vous nous parlez depuis tout à l'heure longuement de la société civile. Je voulais profiter du dialogue social pour qu'on comprenne votre rôle. Finalement, est-ce que ça aide vos gouvernements respectifs, peut-être dans leurs relations internationales avec les autres États, dans l'approche, dans les discussions, négociations? C'est ce que vous voulez nous dire? Que quand ça remonte... Ça y contribue en tout cas. Oui. Il y a une contribution? Voilà, je vais rebondir là-dessus parce que déjà au niveau national, la représentativité du corps social au sein des conseils économiques et sociaux aide énormément le gouvernement. Nous, dans notre pays, nous avons 60 conseillers. Aujourd'hui, nous avons 60 conseillers. Mais les 60 conseillers composent 6 groupes différents. Et dans les 6 groupes, vous avez aussi bien l'État, le patronat, les syndicats, les associations, les confessions religieuses et les tradipraticiens, c'est-à-dire le côté traditionnel. Et ça, dans cet ensemble-là, vous avez matière à ce que tous les sujets abordés, tout ce qui peut aider le gouvernement, au sein de ces institutions, nous avons déjà la représentativité de tout ce corps social. Donc la décision, du moins l'avis ou le rapport qui en sortira, aidera le gouvernement à mieux comprendre déjà les situations et pouvoir agir en avant. Maintenant, sur le plan international, nous avons l'OIT aujourd'hui, qui est l'organisation qui tourne autour, où chapeaute tous les pays du monde entier, où des conventions sont signées, des accords sont faits par chaque pays, et à l'unisson, ces conventions parfois épousent les économies de plusieurs États. On ne peut pas dire qu'il y a une convention qui est réservée pour le continent européen, une convention pour le continent américain ou africain. Alors ces conventions s'imposent à tout le monde. Et généralement, c'est au sein de cette organisation que sont discutés les problèmes du dialogue social que nous ramenons au sein de nos États pour les mettre en pratique. On va consacrer les 20 dernières minutes de l'émission au dialogue social, mais j'insiste sur cette entité internationale. Déjà, qui finance? Parce que un mot peut-être déjà sur les CESEC locaux nationaux. Très régulièrement, lorsque les populations se plaignent de certaines entités dans leur pays, qu'on accuse d'être budgétivores et dont on remet en cause régulièrement l'efficience, l'efficacité, vous êtes visés. Voilà, il y a le Sénat, il y a le Conseil économique et social où on se demande pourquoi faire. Qui peut nous expliquer, qui peut répondre déjà à ces accusations? Et puis nous dire, maintenant, au sein du niveau international de l'AICESIS, qui finance tout ça? OK. D'abord, l'AICESIS est financé par la contribution de ses membres. D'accord. Qui sont les conseils économiques et sociaux, institutions similaires, les 72. Au niveau national, par exemple, le Conseil grec reçoit son budget par une dotation au budget national qui est votée au Parlement. Est-ce que c'est peu ou c'est beaucoup? C'est une question relative. Parce que c'est le résultat qui importe. C'est ce que tu donnes comme output qui importe. C'est la production d'avis, contributions au niveau des événements que tu crées, des opportunités que tu crées. Vous justifiez finalement... de par le résultat. Votre existence, de par les résultats. Mais pourquoi par notre œuvre, de ce qu'on donne à la société. Qui veut compléter? Mais pourquoi cette méconnaissance? On connaît l'institution, mais on a du mal à comprendre le travail fourni par les conseillers du Conseil économique et social. Ce n'est pas quelque chose de flagrant. Mais ça peut sortir même de la nature même de la fonction. Vous êtes des conseillers, donc vous murmurez à l'oreille du monarque, et donc vous êtes dans l'ombre. Évidemment, nous avons des efforts de
je veux dire, de communication à faire en relations publiques pour que la perception change. Mais, je veux dire, quand vous n'êtes pas dans l'opérationnel, quand vous n'êtes pas dans l'action, dans l'exécutif, on ne vous voit pas. Bon, quand on ne vous voit pas, on pense que vous n'êtes pas important et que vous ne savez rien. C'est un peu cela. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et peut-être on pourrait y rajouter qu'il y a des associations internationales, des organisations internationales qui sont clairement établies sur le plan international, sur le plan mondial, qui sont clairement visibles, où vous avez des gens qui travaillent en tant que salariés temps plein tout le temps là-dessus, alors que nous, on est les représentants de CES, etc., nationaux. Hein, on se voit plusieurs fois dans l'année, dans des réunions, on travaille beaucoup sur visioconférences, etc. Mais comment dire, on a des fonctions principales dans nos propres CES au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau international, au niveau mondial, il est logique qu'on soit moins visible que les organisations étatiques. Sur le plan national, c'est régulier. Dès qu'on commence à se demander quelle institution on doit conserver, souvent le Conseil économique et social, je parle dans la vision des populations. Hein. Ça fait partie des institutions, encore une fois, qu'on accuse d'être budgétivores et peut-être pas efficaces. Donc... Alors, en ce qui concerne le CESE du Gabon, d'abord en parlant du budget, c'est des dotations inscrites au budget de l'État, comme a dit... le secrétaire général de la CESIS, pour nous aussi, c'est voté par le Parlement. Donc, ça nous permet de fonctionner aussi bien sur le plan régulier que sur le plan des investissements. Maintenant, en ce qui concerne la notoriété, la reconnaissance, je suis d'accord avec vous parce que nous, une institution créée en 1959, vous imaginez, elle est la moins bien connue. Ça, je l'avoue. Donc, il y a un déficit. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, comme disait M. Ménan tout à l'heure, tant que vous n'êtes pas le donneur d'ordre, tant que vous n'êtes pas celui qui provoquait l'action, on ne vous voit pas. Aujourd'hui, on s'intéresse au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vote les lois. C'est elle qui a la décision sur la marche du pays. Mais en dessous, on ne cherche pas à savoir si le CS s'est prononcé sur un sujet particulier, a fait des propositions, des avis qui ont été traduites en dispositions juridiques dans ce texte de loi. C'est ce qu'on dit. Des fois que très concrètement, vous êtes à l'origine d'initiatives qui vont se transformer en loi, en décret. C'est vous qui travaillez ça en amont, c'est vous qui interpellez le chef de l'État selon vos pays respectifs pour dire il faudrait qu'on commence à pencher sur tel sujet, il faudrait orienter tel débat de telle manière. C'est ce que vous nous dites? Bien sûr, on appelle l'attention du gouvernement puisque les dispositions constitutionnelles nous l'autorisent. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des avis et des rapports, la première autorité qui reçoit notre avis et rapport, c'est le président de la République, le Premier ministre et ensuite les présidents des chambres du Parlement. Alors, vous conviendrez avec moi qu'en tant que conseiller de la République, cette République est un tout. En tant que conseiller de la République, il va de soi que nos avis et rapports, non seulement ils sont pertinents, mais ils sont aussi des outils d'aide à la décision. Sauf que ne nous revient pas de proclamer que ce travail a été fait en amont. Parce que vous êtes condamné à travailler dans l'ombre. Et il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quelque chose en ce qui concerne le CESE du Gabon. Les membres ne sont pas permanents. Ils sont nommés par décret du président de la République. Donc c'est une institution qui est plus ou moins, bien que ce soit l'émanation de la société civile, mais les personnes qui siègent sont nommées par le président de la République en tant que conseillers. Alors, vous faites un élément de réponse à votre patron. Il y va de soi que votre projet de réponse ou d'avis peut être considéré comme utile, nécessaire, applicable, ou alors pas aussitôt à court terme, mais peut-être à moyen et long terme. Mais je peux vous dire une chose, ça ne va pas dans les tiroirs, ça reste sur la table. On a bien compris. On va poursuivre avec l'autre objet de votre visite ici. C'est cet atelier avec l'Organisation internationale du travail. Il sera question, bien évidemment, d'améliorer les conditions du travail des populations. Un élément de Davis Oyo. L'inégalité dans le monde du travail est un obstacle à l'épanouissement professionnel des travailleurs. Elle menace le développement social et économique, porte atteinte à la réduction de la pauvreté et détruit le sentiment d'accomplissement et d'estime de soi. Face à cette situation, le dialogue social est l'une des actions principales menées par l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, par l'entremise du CESEC en Côte d'Ivoire. Le CESEC, dans un premier temps, est le creuset du dialogue social. Parce que c'est l'émanation des diversités, des sociétés civiles, du monde dans une institution. Aujourd'hui, le dialogue social est un instrument de gouvernance et est un moteur pour le développement durable.
aujourd'hui, les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire et par-delà de toute la population s'améliorent. L'un des résultats les plus probants, c'est la prime ado que les fonctionnaires aiment bien. Il y a eu la revalorisation de leurs primes de transport, il y a eu la revalorisation de la prime de logement, ainsi de suite. L'AICESIS donne de la voix, sensibilise et participe aux différentes actions en faveur de la lutte contre les effets pervers du dérèglement climatique. Nous sommes à l'avant-garde des questions de l'environnement. À l'issue de la COP15, il y a eu l'initiative d'Abidjan qui s'est transformée en un programme que l'on appelle Abidjan Legacy Programme. Et le président du Conseil économique et social est l'avocat de ce programme-là. Et dernièrement, le Conseil économique a émis un avis à l'attention du président de la République sur la bio-agriculture et la santé publique, permettant à la Côte d'Ivoire d'anticiper sur les dégâts du dérèglement climatique. À toutes les COP, l'AICESIF fait part de ses avis ou de ses conseils pour que nous vivons dans un monde vert, nous vivons dans un monde heureux, nous vivons dans un monde où nous préparons l'avenir des générations futures. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, entend jouer pleinement son rôle en proposant des solutions visant à réduire considérablement les difficultés au sein de ses États membres. Alors, avant de parler précisément de l'Organisation internationale du travail et de votre collaboration, qui est particulière, on va y revenir. En écoutant les propos du CESEC ivoirien, vous vouliez rebondir sur finalement l'intérêt et l'apport de ces institutions sur le plan national. Voilà, je voulais juste revenir sur le point, côté une question financement par rapport à la valeur ajoutée d'un CS national. Quand vous regardez un CS national, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les partenaires sociaux ensemble sous un même toit où ceux-ci recherchent un consensus, des compromis, un consensus pour faire émerger des avis, des recommandations à un gouvernement. Donc, la question guidelines pour un gouvernement, c'est très, très précieux à mon avis. Quand vous le comparez au coût d'un CES, je prends l'exemple de Luxembourg. Le CES de Luxembourg coûte annuellement 0,01% du budget de l'État luxembourgeois. C'est rien, c'est un grain de sable sur une plage. Et puis, quand vous voyez sur quoi ça peut déboucher, je vais vous prendre deux exemples concrets. On a fait récemment, il y a quelques années, disons, un avis sur la digitalisation, dont une recommandation a débouché sur le fait de demander à créer un ministère de la digitalisation. À l'issue législative qui suivait, on a mis en place un ministère de la digitalisation. Un autre avis sur le télétravail pendant la période de la Covid, on a fait des propositions tellement concrètes que le ministre du Travail luxembourgeois les a considérées comme très très bien et nous a demandé en fait de travailler sur une convention télétravail qu'on a mis en œuvre après, à la suite, sur le plan national. Vous voyez donc des exemples concrets pour des coûts relativement réduits. Mais alors là, c'est peut-être relatif aussi à votre PIB et puis à la capacité financière des États respectifs. Mais on a bien compris, vous avez une utilité. On va en parler parce que celle-ci aussi est surprenante. Quand habituellement on parle du dialogue social, c'est souvent une composition tripartite. Hein. On a l'État, on a les centrales syndicales et puis on a le patronat. On ne nous a jamais parlé du Conseil économique et social. Et il s'avère que finalement, là aussi, vous avez un certain rôle. Déjà, votre entité a une collaboration particulière avec l'Organisation internationale du travail. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît, en tant que secrétaire général de l'AICESIS? Oui, bien sûr. Le dialogue social, mais si vous me permettez, peut prendre différentes formes et être présent et s'opérer à des niveaux différents. Il peut être bipartite, partenaires sociaux ensemble. Ils le font souvent dans certains pays lorsqu'ils s'occupent des négociations collectives ou des accords collectifs du travail, qui ont, dans beaucoup des États, force de loi, leur accord collectif. Mais il peut être tripartite, avec le gouvernement ou sans l'exécutif, et il peut être tripartite avec la société civile sans le gouvernement. Ce qui est, à mon avis, essentiel, c'est parvenir à trouver, avec le dialogue, des consensus, des dénominateurs communs sur des sujets
de politique publique difficiles et faire des propositions qui vont justement améliorer les politiques publiques à leur application, une fois qu'ils seront adoptés par l'exécutif. Ce n'est pas le rôle, la majorité des cas, des conseils économiques et sociaux, de passer au rôle de l'exécutif. Le rôle est consultatif. C'est de proposer. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu au retrait des lumières de l'actualité. OK. Et comme disait, si vous me permettez de continuer un petit peu avec un mot, il y avait un philosophe américain, John Rawls, il disait, pour parvenir à faire des sociétés plus justes, comme les intérêts dans la société sont divers, conflictuels et tout ça, chacun doit se mettre autour de la table, avoir confiance à l'autre, faire confiance à l'autre et faire un petit pas en arrière dans ses positions, et par étape, des petits pas en arrière. On appelle le compromis. On arrive au compromis. Mais, encore une fois, là aussi, quel est l'apport? Parce que vous parlez beaucoup de société civile les uns les autres, mais on ne comprend pas quel est votre rôle et quelle est votre relation avec cette société civile? À part le fait que vous-même, en tant que membre, émanez de la société civile. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est bien entendu. Je crois que la préoccupation qui est la vôtre est relative à la place que devait occuper le Conseil économique et social, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, dans le débat entre employeurs, salariés. Voilà, fonction publique. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une institution qui date de l'indépendance, qui date de 1960. De cette date à aujourd'hui, dans sa composition qui a évolué d'une quarantaine de membres à se retrouver aujourd'hui à près de 120 membres, vous avez des personnalités qui viennent de divers horizons. Et donc, vous avez des représentants des forces syndicales qui sont au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Vous avez aussi des membres du patronat qui y sont. Quel meilleur endroit, quel carrefour idéal peut-on trouver, si ce n'est que là, justement, pour parler sous le prisme, je dis, d'un dialogue, d'une concertation vraiment à bâton rompu, sans affrontement, sans acrimonie, pour produire des résultats. Ailleurs, quand ils le font, souvent ça donne des étincelles. Au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, non. C'est un débat qui est ouvert. Donc vous voulez dire que le début de cette réflexion sur le dialogue social vient du fait que vous avez en votre sein des représentants, c'est un constat qui est fait. Représentants à la fois du patronat. Bien sûr, il est écrit nulle part. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais il y a un constat qui est là. Vous avez des membres des syndicats. Il y a des ouvriers, il y a des ouvriers dans le Conseil économique. Je dis qu'il y a des membres des syndicats qui y sont, donc qui représentent justement la force ouvrière et la force de travail. Okay. Comme vous avez des membres du patronat qui y sont également. C'est une institution de la République, de l'État, qui parle au gouvernement. Voici les 3 points, je veux dire, de discussion qui se réunissent dans un creuset pour le débat, j'ai envie de dire citoyen, organisé pour produire des résultats. Donc ce n'est pas un effet de style, ce n'est pas une recherche d'espace. En fait, ça se passe c'est une nécessité. En amont. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est-à-dire au-delà de ce rôle que vous avez de conseiller de l'ombre, on a compris le shadow cabinet des chefs de l'État, au-delà de ce travail en amont, quand par exemple il y a des tensions, ça peut être chez nous, dans d'autres pays, quand il y a des problèmes de grève, de crise, qu'est-ce que fait le Conseil économique et social? Ce qu'on veut comprendre. Comment vous intervenez là? Parce que là, vous nous parlez d'un dialogue au sein de l'institution, mais quand il y a des manifestations, des crises, en quoi, qu'est-ce que vous apportez à ce dialogue? Vous savez, c'est l'État qui réunit les manifestations et les crises sont faites par des hommes. Oui. Les hommes, ils doivent se parler. Et si vous avez un canal de discussion, vous avez j'ai envie de dire, des canaux de déconfliction, il faut les utiliser. Et les conseils économiques et sociaux ont cette force d'absorber justement ce qui peut être valeur de contestation, valeur d'affrontement, pour organiser le débat. Il peut être contradictoire, mais il est sain. Et il donne des résultats. Et meilleur est votre dialogue social dans un pays, moins vous avez des grèves. Je prends l'exemple type de Luxembourg, où nous n'avons jamais de grèves. Dernière grève que moi je me rappelle, ça fait 30 ans, je crois, dans l'éducation nationale. Ça fait, je crois, à peu près 30 ans. Et c'est grâce au Conseil économique et social? En grande partie, à mon avis, à cause de cette maison du dialogue social permanent, comme on l'appelle chez nous, parce que la grande différence, c'est qu'au sein d'un CES, vous avez les acteurs sociaux, les partenaires sociaux qui prennent des positions communes.
Et les avis sont souvent votés à l'unanimité, voire à la majorité, à la grande majorité. C'est-à-dire vous avez des positions communes qui sont prises à la fois par le patronat, par les salariats et les autres groupes qui sont représentés. Ça, c'est un très, très grand fort, un très grand avantage par rapport à tout ce qui est en dehors du CES, puisqu'en dehors du CES, chacun tire la chose vers soi. Ça, c'est la grande différence. Et ça, c'est un énorme ajout, une très grande valeur ajoutée. Je compare ça, par exemple, à l'exemple de l'Allemagne, où vous n'avez pas de CES en Allemagne. Là, vous avez des syndicats, vous avez le patronat, mais qui n'ont pas cette possibilité. Et souvent, ils ont, de ce fait-là, des grèves que vous n'avez pas dans d'autres pays qui ont un dialogue social bien établi aussi grâce à des CES. Ouais, je voudrais simplement ajouter que la composition des CESE, par définition même, la composition de CESE devait permettre ce dialogue. Parce que, honnêtement, que ce soit les syndicats, que ce soit le patronat ou l'État, et en plus de ces 3 représentations, vous avez d'autres qui agissent dans le cadre, justement, du fonctionnement d'un État. Alors, si au sein du CS, les représentants du syndicat, les représentants du patronat abordent déjà des sujets d'actualité qui touchent à la République, vous avez pris l'exemple d'une grève. Nous avons les syndicats de l'éducation nationale, les syndicats de l'enseignement supérieur, ça touche à tout. Donc, au sein du CS, il serait bien, puisque nous avons ces représentants, de venir déjà alerter au niveau du CS, ce qui entraverait justement le bon fonctionnement de l'enseignement ou d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on dit que le CS devait être vu comme une institution non seulement de facilitation, mais de médiation. Et puis nous, on symbolise le CS comme les feux tricolores. C'est-à-dire que vous avez le rouge qui peut dire au gouvernement, attention, arrêtez. Nous avons l'orange qui dit, voilà ce qui va se préparer, et le vert en disant, tout est bon, nous avons compris, vous pouvez y aller dans ce sens. Vous voyez, c'est véritablement une institution qui regorge en son sein des capacités, une richesse de connaissances, d'expertise que le gouvernement devrait s'employer à toujours interpeller lorsqu'on sent qu'il peut y avoir des mouvements, que ce soit dans un domaine particulier, parce qu'ils sont tous représentés au sein du CS. Allez, dernier mot pour vous, secrétaire général de l'AICESIS. Comment vous collaborez avec l'Organisation internationale du travail? Vous avez un statut assez particulier. Oui. Nous avons un contrat, un accord de coopération qui nous lie et qui nous permet, d'une façon réussite, de développer et d'organiser des événements et actions au niveau local, mais également au niveau global avec des grandes conférences de l'AICESIS, comme celle que je vous ai parlé à Athènes l'année dernière sur les inégalités dans le monde du travail, où il y a eu 11 organisations internationales, plus que 37 conseils économiques et sociaux avec le plus grand niveau de présence à Athènes et abouti à une déclaration finale conjointe. Mais également, et le plus important, nous participons à la conférence annuelle de l'OIT à Genève, qui aura lieu la semaine prochaine, sur la thématique de cette année qui est le travail décent, avec une proposition de l'AICESIS, un document où il y a des propositions de l'AICESIS pour améliorer des politiques publiques pour le travail décent. Ce sera sur cette note d'espoir que s'achève cette émission. Madame, messieurs, merci infiniment d'être venus sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon séjour à vous en Côte d'Ivoire. Restez sur la première chaîne. Merci de nous avoir suivis. Merci.